Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. En février 2011, c'est à Benghazi que commence le printemps libyen. Après plusieurs mois d'intenses combats, les révolutionnaires renversent le régime du colonel Moammar Kadhafi. Une ère nouvelle s'ouvre donc en Libye. Mais le pays peine à se défaire des groupes armés qui ont combattu ensemble la dictature sans parvenir à s'entendre. Mi-2014, la guerre civile éclate, les combats durent 4 ans. 4 ans de guerre entre des milices extrémistes et des groupes autoproclamés armées nationales libyennes menés par le controversé maréchal Khalifa Haftar. Près de la moitié de Benghazi a été touchée par les combats, mais la population fait preuve d'une belle énergie pour reconstruire sa ville. Benghazi, vitrine de l'Est libyen, c'est un reportage d'Éric de la Varenne. Do, ré, mi, fa. Mahmoud enseigne la musique depuis 20 ans à Benghazi. Après des années de guerre, il transmet sa passion à des enfants plus habitués au claquement de Kalachnikov qu'au son paisible du oud. Et pourtant, c'est encore la guerre qui va obliger Mahmoud à interrompre son cours aujourd'hui. J'ai reçu un coup de fil. On a trouvé un engin suspect qui pourrait être une mine. Il faut que j'y aille. Si c'est une mine, je vais devoir la désamorcer. Parce que la musique ne suffit pas à effacer les traces d'un conflit à peine achevé, le professeur de musique est aussi démineur. Direction le centre-ville, un quartier tout juste repris aux extrémistes de l'organisation État islamique. Ils ont laissé des centaines de mines artisanales derrière eux. Mahmoud enfile un treillis, même s'il n'est pas militaire. Il fait partie des citoyens ordinaires de Benghazi qui se sont portés volontaires pour aider l'armée à débarrasser la ville de tout ce qui pourrait encore exploser. C'est un fragment de roquette. La méthode reste très artisanale. C'est un détonateur, mais il n'y a pas de danger. C'est bien que les gens du coin nous préviennent dès qu'ils voient un engin suspect, même si ce n'est pas dangereux. Viens voir, il y a autre chose par là. C'est près d'ici? Oui. Tu me suis, Mahmoud? Ok. Un habitant du quartier vient de découvrir une bombe qui n'a pas explosé. Un engin de 500 kilos face auquel Mahmoud a la sagesse de reconnaître ses limites. C'est une bombe énorme, remplie d'explosifs. Ça peut sauter à tout moment, je vais devoir faire un rapport. Un petit engin, j'aurais pu faire quelque chose, intervenir tout de suite et le désamorcer. Mais là, je ne peux rien faire. Pour une bombe comme ça, il faut appeler une équipe de spécialistes. Je vais voir les militaires. Demain matin, à la première heure, je vais revenir avec eux pour qu'ils s'occupent de cette bombe. Et après, à la grâce de Dieu. Chaque mois, des dizaines de personnes sont tuées par les mines. Mahmoud a été blessé 3 fois à l'épaule et aux jambes, mais il ne s'est jamais découragé. C'est à ce prix que Benghazi effacera ses heures sombres. Au lendemain de la révolution de 2011, des djihadistes se sont emparés d'une partie de la ville. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a regroupé des militaires et des civils pour la libérer. La reconquête a pris 4 ans, laissant Benghazi à genoux. 40% des bâtiments et des infrastructures sont détruits. Dans les derniers quartiers libérés, les habitants reviennent peu à peu, livrés à eux-mêmes. Comme Ahmed, il tente avec des moyens dérisoires de rendre vivable un champ de ruines.
Je viens ici tous les jours, de 10h à 18h. Pas plus parce qu'il n'y a pas d'électricité. J'essaie de remettre ma maison en ordre, petit à petit. Je n'ai reçu aucune aide. Les autorités connaissent ma situation, mais elles n'ont pas d'argent. À 1 ou 2 kilomètres de là pourtant, la deuxième ville de Libye offre un tout autre visage. Les magasins fermés par les islamistes ont rouvert. Boutiques de luxe et centres commerciaux flambant neufs attirent une clientèle qui a soif de consommer. Après des années d'exil aux États-Unis, Mawada est enfin rentrée chez elle. La jeune femme avait un rêve, ouvrir une école de maquillage, première du genre dans le pays. Dans cette ambiance de paix retrouvée, son cours connaît un vrai succès. Aujourd'hui, on va travailler sur les demi-tons. Vous connaissez déjà tout un peu les demi-tons, notamment à travers les teintes argent et or. Même ma famille n'était pas enthousiasmée par mon idée d'école de maquillage. Elle me disait « Occupe-toi d'abord de tes études et de ta carrière ». À leurs yeux, le maquillage n'est qu'une futilité. Mais j'ai décidé d'en faire un vrai business, un projet de carrière. Et je fais tout pour que ça marche. Mawada se fait sponsoriser par un magasin de cosmétiques voisin en échange de publicité. Pour lancer une affaire dans une Libye économiquement exsangue, il faut être inventif et solidaire. C'est difficile parce que le maquillage est très cher. S'il ne m'avait pas aidé en me fournissant les produits, je ne m'en serais pas sortie. Je n'aurais jamais pu monter mon affaire toute seule si on ne m'avait pas aidé. Mawada et les autres commerçants compensent eux-mêmes les failles des institutions économiques très mal en point. Les banques, par exemple, sont à court d'argent liquide. Qu'à cela ne tienne, ils ont trouvé un moyen de se passer de cash. La transaction se fait par téléphone mobile. C'est combien déjà? 825 dinars. Ok, je vous envoie le message. Merci. J'ai un accord avec la banque qui me reverse en cash une partie de l'argent reçu. Ensuite, je vais au marché noir acheter des dollars pour pouvoir me procurer de la marchandise à l'étranger. Depuis 4 ans, le marché noir fait partie intégrante de l'économie libyenne. Le système D parvient à garder à flot une économie qui ne tient qu'à un fil. Sur le terrain sécuritaire aussi, l'équilibre de Benghazi reste fragile. Au début de l'année, une série d'attentats a endeuillé la ville. Le plus meurtrier fait une quarantaine de morts. Le lendemain, sur les lieux de l'attaque, au choc et au recueillement succèdent la colère, le désir de vengeance et un officier menace. Je préviens la population de Benghazi. Surveillez vos fils, au cas où ils seraient tentés d'aider des groupes djihadistes en transportant leurs armes et leurs bombes. On les attrapera tous. Des menaces mises à exécution. Le jour même, ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un milicien proche du pouvoir qui assassine 9 prisonniers soupçonnés de lien avec les terroristes. Une justice expéditive et sans contrôle. Les milices, avec lesquelles les autorités doivent composer, se placent régulièrement au-dessus des lois. Qui est qui fait quoi? À Benghazi, on croise des dizaines d'uniformes différents, sans savoir s'ils sont militaires, miliciens ou civils, comme Mahmoud, le prof de musique, et son ami Akram. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Quelles sont les nouvelles? Je viens encore de trouver des mines. Oh, Dieu te vienne en aide.
Tu as remis tes habits militaires toi aussi? Oui, après l'attentat d'hier, on doit tous être vigilants et aider les forces armées. Toi, tu es commerçant, moi je suis enseignant et on porte tous les deux nos vieux uniformes parce que c'est à nouveau la guerre. J'espère que tout ça va finir bientôt. On est tous des supplétifs. Moi, à mes côtés, j'ai des médecins, des ingénieurs, des enseignants, et dès qu'il le faut, on reprend nos uniformes et nos armes. C'est sur des citoyens soldats, comme Mahmoud et Akram, que le maréchal Haftar s'est appuyé pour prendre le pouvoir à Benghazi. Mais aujourd'hui, l'homme fort de l'Est libyen souhaite en finir avec ses supplétifs parfois incontrôlables. Il veut des hommes au pas, dans une armée unique et forte. À Benghazi, il a confié cette mission au général Hachem Kessa. Levez-vous. Remettez vos bérets. Mais cette armée nationale se heurte à un problème de taille, elle n'a pas d'argent. Le général ne cache pas son désarroi. Dans cette classe, on enseigne l'artillerie avec des affiches. À cause de l'embargo international sur les armes, on n'a pas d'équipement. Ces officiers s'entraînent devant ces posters et pas avec du vrai matériel. Voilà ce que le monde nous impose. Malgré le manque de moyens, le pouvoir militaire se renforce à Benghazi et le maréchal Haftar assoit son emprise. Après des années de chaos, la population apprécie ce début de stabilité, mais elle redoute maintenant une dérive autoritaire. Dans le seul centre culturel de la ville, les jeunes artistes revendiquent leur droit à la critique, mais sont prudents. Ils sentent une réelle menace peser sur leur liberté. C'est très compliqué d'ouvrir un lieu comme celui-là, sans être traqué par la sécurité intérieure, par le gouvernement ou par la société elle-même. Tous les jours, on a peur d'être attaqué pour ce que nous faisons. Tous les violons ne jouent pas encore juste à Benghazi. Mais après 4 ans de conflit, ses habitants n'aspirent qu'à l'harmonie. Ils espèrent qu'un jour, le professeur de musique n'aura plus à déminer, mais seulement à transmettre à leurs enfants les bases d'une nouvelle partition. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Le mariage forcé est reconnu comme une violation des droits de l'homme par les Nations Unies. Pourtant, cette pratique violente reste encore très présente, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud, où elle revêt différentes formes. Les femmes sont les principales cibles de ces enlèvements, dans le but d'être mariées à un homme qu'elles ne connaissent pas. Mais dans l'État indien du Bihar, le plus pauvre du pays, des hommes sont également kidnappés. Ce phénomène peu connu a récemment reçu un coup de projecteur avec l'enlèvement très médiatisé d'un jeune ingénieur sous la menace d'une arme à feu. Reportage d'Alban Alvarez et Suyash Srivastava. C'est une pratique punie par la loi mais qui ne cesse pourtant d'augmenter en Inde. En 2016, 34 000 personnes auraient été kidnappées pour être mariées de force. En majorité, des femmes âgées de moins de 30 ans, dont la moitié étaient mineures. Mais des hommes en sont aussi victimes. Dans l'état rural du Bihar, au nord du sous-continent, Vinod Kumar est devenu le symbole des Pakadwa Viva. Littéralement l'enlèvement d'un homme pour l'unir de force à une inconnue. Ces images ont été tournées lors du mariage. Reprises par les télés indiennes, elles ont choqué le pays.
On y distingue Vinod en pleurs, implorant sa libération. Il y a 6 mois, cet ingénieur de 29 ans est tombé dans le piège de son ravisseur, un ami qui cherchait un mari pour l'une de ses sœurs. Cette personne m'a donné rendez-vous dans une gare. Quand je suis arrivé, lui et d'autres membres de sa famille m'ont amené de force chez eux. Ils m'ont frappé, menacé avec un pistolet pointé sur ma nuque. Et ils m'ont dit, si tu n'acceptes pas ce mariage, nous te tuerons. Après 1 mois de séquestration, sa famille parvient à le faire libérer. Désormais, il cherche à annuler ce mariage illégitime. Ils ont mis la vidéo sur Internet pour qu'elle devienne virale, pour dire aux gens que j'avais désormais une femme et que je ne pourrais plus me marier à nouveau. Je veux que cette histoire se finisse, retrouver ma vie, avoir l'esprit libre. Je veux que les coupables soient arrêtés le plus vite possible. Les coupables sont toujours en fuite. Vinod et ses proches reçoivent des menaces de mort et ils accusent la police de ne pas être intervenus à temps. Vinod était la cible parfaite de par son métier. Ingénieurs, fonctionnaires ou encore médecins sont les profils recherchés par les kidnappeurs. Car ici, dans cet état qui est le plus pauvre d'Inde, la dot, somme versée par la famille de la mariée à celle du gendre, atteint des montants considérables. Jusqu'à 30 000 € pour un ingénieur comme Vinod, le double pour un médecin. Et ce, malgré l'interdiction par la loi de cette pratique depuis un demi-siècle, comme nous l'explique ce sociologue. Vous avez d'un côté une population extrêmement pauvre et de l'autre des familles qui continuent à demander une dot à des niveaux insensés, les plus hauts du pays. Alors les parents, qui veulent à tout prix trouver un bon parti pour leur fille, sans lui demander son avis, vont se tourner vers la violence et organiser un enlèvement pour ne pas payer la dot. Difficile de quantifier l'ampleur de ce phénomène propre au Bihar. Par peur de représailles, rares sont les mariages forcés à être annulés. Et les couples préfèrent accepter leur sort. C'est le cas de Mamta et Vinod. Il y a 18 ans, elle et lui ne se connaissaient pas. Dans cet album de famille, aucune photo de leur mariage, qui a été organisé secrètement pendant une autre célébration religieuse. Les gens autour ont commencé à me forcer à boire de l'alcool. Puis ils m'ont obligé à les suivre dans un lieu où il y avait beaucoup de monde. C'était entièrement décoré comme pour un mariage. Et à la fin, ils m'ont avoué qu'ils allaient me marier. Si j'avais résisté, ils m'auraient frappé. J'étais cerné par les membres de la famille de ma femme. Petit à petit, on a accepté notre union. Nous avons eu un bébé. Nous préférons ne pas trop nous souvenir de ce jour. Malgré les épreuves, nous ne voulons garder que les bons souvenirs. Ce couple a désormais 2 enfants, pour lesquels il souhaite un tout autre avenir. Je ne veux pas que mes enfants subissent le même sort. Je veux qu'ils aient un mariage heureux. Ce qui nous est arrivé est une erreur. Un mariage ne devrait pas se dérouler comme ça. Mais dans les villages, les gens ont des croyances d'un ancien temps. Des pratiques qu'une partie de la classe politique indienne souhaite également voir disparaître. Le chef de l'État du Bihar a lancé en début d'année une campagne de sensibilisation contre la dot, un début pour faire bouger les mentalités. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Raquettes, extorsion, impôts mafieux. Les activités criminelles plombent l'économie italienne, notamment dans le sud du pays. Direction ce soir, la Sicile, où la mafia locale, connue sous le nom de Cosa Nostra, reste très implantée et influente. Mais de nombreux Italiens refusent de céder à la loi de la peur et du silence et espèrent pouvoir changer la donne. Reportage signé Natalia Mendoza. Le jour se lève à Palerme et cette matinée n'est pas comme les autres. Sur le port, des étudiants de toute l'Italie débarquent avec un seul mot d'ordre, dire non à Cosa Nostra.
Parmi eux, Maria est en première ligne. Son frère, le juge antimafia Giovanni Falcone, a été assassiné par la mafia en 1992. Depuis, elle a dédié sa vie à mobiliser les Siciliens contre la criminalité. La mafia è soltanto con l'attività di tutta la società civile che può essere sconfitta. 26 ans après l'assassinat de son frère, la plaie est toujours vive. Maria dirige aujourd'hui une fondation qui porte le nom de son frère. Sa mission est d'informer les jeunes générations sur les risques de l'engrenage mafieux. La lutte contre la mafia doit passer par la révolte de la société civile. Il faut que les Italiens mettent fin à tous les comportements qui nourrissent la mafia. Et face au silence, il faut inciter l'envie de parler. Inciter l'envie de parler, pas facile dans cette ville qui porte encore les stigmates de l'histoire criminelle de Cosa Nostra. Le quartier Brancaccio est l'une des banlieues défavorisées de la ville, l'une des zones où la criminalité est la plus élevée de Sicile. C'est ici que se trouve le bar d'Antonino, qui a côtoyé de près les clans mafieux de la zone. Un jour, 2 types se sont présentés ici. Ils m'ont demandé de l'argent. Moi, au début, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Et puis ils m'ont expliqué. Mais oui, l'argent pour aider les familles des membres de la mafia qui sont en prison. Ils m'ont fixé un montant mensuel, en plus des 10 000 euros de soi-disant arriérés que je leur devais, car mon entreprise n'avait encore jamais payé l'impôt mafieux. Face à son refus de payer, les intimidations se multiplient. Excédé, il décida alors de porter plainte. C'était il y a 10 ans. Depuis, Antonino vit sous escorte. J'ai appris à vivre avec la peur depuis que j'ai cette escorte policière. Mais un jour, je ne l'aurai plus. Et je serai à nouveau vulnérable. Ils pourront revenir pour m'intimider. Mais je peux t'assurer une chose, s'ils me redemandent de l'argent, je ne leur donnerai rien. À quelques rues du bar d'Antonino se trouve l'église de Brancaccio, l'ancienne paroisse du prêtre Pino Puglisi, tué par la mafia en 1993. Un assassinat qui a profondément choqué le pays. Depuis, le père Maurizio a repris le flambeau dans un contexte toujours aussi difficile. Ici, il n'y a pas d'espace public pour la population. Il n'y a pas de place publique, pas de parc de jeux, aucun espace pour que les enfants s'épanouissent. Souvent, ils n'ont que la rue. Et en plus, il y a ce mythe que la mafia aide et protège les pauvres. Pour combattre au quotidien cette culture criminelle, le père Maurizio a transformé sa paroisse en un bastion anti-mafia. Mais dans une région dans laquelle le chômage des jeunes frôle les 60%, la bataille est encore loin d'être gagnée. Ici, on a tellement de problèmes. Et la mafia est l'un d'entre eux. Car les jeunes sont des proies faciles de la mafia qui les utilise comme main-d'œuvre. Une main-d'œuvre employée pour mener les actions criminelles de Cosa Nostra. À 60 km de Palerme, Corleone, le fief du clan des Corleonesi qui ont fait régner la terreur en Sicile dans les années 80. Signe de l'évolution des mœurs, un centre anti-mafia y a été créé. Ici, on voit l'assassinat de Cesare Terranova, un juge qui avait enquêté sur un mafieux de Corleone condamné à la perpétuité. Voilà pourquoi il a été tué en 1979. Cette photo montre à quel point il avait été abandonné par l'État. Il n'avait même pas de voiture blindée. Ce centre expose des photos d'assassinats et d'attentats perpétrés par Cosa Nostra en Sicile. Mais à Corleone, évoquer ouvertement la mafia reste un tabou. Vous me demandez des choses auxquelles je ne peux pas répondre. On ne sait rien du tout. À Corleone, tout va bien. Basta. De quelle mafia vous parlez? Je n'en ai jamais entendu parler. Moi, je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Selon les enquêteurs italiens, la mafia a certes renoncé à ses actions les plus violentes, mais elle est encore loin d'avoir disparu en Sicile.
En 2017, les autorités japonaises ont accordé le statut de réfugié à seulement 20 personnes sur près de 19 000 demandes. Officiellement, le Japon refuse de s'ouvrir à l'immigration et reste l'un des pays les plus fermés au monde en la matière. Alors que le nombre de demandeurs d'asile explose en un an, plus de 80%, les procédures ont été durcies et le gouvernement entend renforcer le contrôle sur les étrangers en situation irrégulière. Et ce, avant les JO de 2020 à Tokyo. Demandeurs d'asile et travailleurs immigrés sont pourtant bien présents dans l'archipel. Ils contribuent légalement ou illégalement à la troisième économie de la planète. Éclairage avec ce reportage signé Constantin Simon et Yuta Yagishita. Le Japon rejette pratiquement toutes les demandes d'asile et pourtant il ne renvoie pas les déboutés chez eux. Légalement ou illégalement, beaucoup d'étrangers parviennent à travailler car le Japon fait face à une grave pénurie de main-d'œuvre. Ce Syrien a fui les violences dans son pays. Aujourd'hui, il fait de l'export de produits électroniques vers le Moyen-Orient. Ce qu'on cherche, c'est surtout des iPhone 5, s'il vous plaît. On va en recevoir beaucoup. Au début, c'était très difficile de lancer mon affaire ici. Tout coûte très cher au Japon. Mais j'ai réussi à faire du commerce depuis le Japon avec des amis et des contacts de ma famille qui sont basés dans le nord de l'Irak, en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis. Et maintenant, si Dieu le veut, je suis en train de développer une vraie entreprise commerciale. Changer l'image des étrangers au Japon, c'est le travail de cette association étudiante qui organise des rencontres entre Japonais et demandeurs d'asile. When they ask me where you're from, I say I'm from Syria. They get like freaked out. It's like, what? Internet. Sometimes the government can cut internet in Congo. No, Tous ces demandeurs d'asile ont un projet d'entreprise. On a rencontré aujourd'hui des réfugiés qui montent des start-up. Ce ne sont pas des gens qui attendent que les autres les aident, comme on le pense souvent. Ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. C'est ça qui m'a vraiment impressionné. L'échange est aussi culinaire. Au menu du repas, des spécialités préparées par une réfugiée tunisienne. Il y a l'odeur, il y a le goût du pays. Et c'est un moyen d'échange, la cuisine. Elle a joué un rôle un peu plus que l'ambassade. Tous ces demandeurs d'asile savent qu'ils ont très peu de chances d'obtenir le statut de réfugié. Mais ils savent aussi que le Japon ne les renverra pas dans leur pays sans leur accord. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En France, un phénomène de plus en plus visible, le dépôt de déchets dans la nature, malgré l'existence de déchetteries sur tout le territoire national. Julien Sauvager a enquêté sur cette incivilité de plus en plus visible qui défigure les campagnes françaises. Pourtant, la loi condamne ces comportements, mais rien n'y fait. Les déchets envahissent la France. Reportage. La mer de déchets. C'est ainsi que les riverains surnomment la plus grande décharge sauvage de France. Une plaine de 330 hectares dont au moins une quarantaine sont recouverts de milliers de tonnes de déchets en tout genre. On a essentiellement bien sûr du déchet du bâtiment avec des tas assez impressionnants. On a vraiment de tout, depuis du bois jusqu'à des tôles ondulées amiantés là-bas, des gros risques de pollution, avec des solvants aussi, j'ai vu des solvants là, des pots de peinture avec des solvants. Enfin voilà, c'est hallucinant de voir ça ici. Mais encore, heureusement qu'il y a les arbres. Il n'y aurait pas les arbres, tout ça serait occupé. Bruno Piva a grandi ici et peine à reconnaître les champs de son enfance. Bah ouais, cet endroit c'est à ma belle famille. Là, les 200 mètres sur les 15 mètres. On a planté des arbres avec mon beau-frère pour occuper les terrains, pour essayer de faire quelque chose. Et puis bah voilà, il déchargeait jusque là. Pendant un siècle,
Cette grande plaine maraîchère va nourrir Paris. Mais la terre est pauvre. Alors en guise d'engrais, les eaux usées de la capitale y sont déversées. Une fausse bonne idée. Chargées en métaux lourds, ces eaux vont durablement polluer les sols. En 2000, toute culture y est interdite par arrêté préfectoral. Laissée à l'abandon, la zone est peu à peu envahie par les déchets en lieu et place des cultures d'antan. Une déchetterie sauvage s'installe sans que les pouvoirs publics n'interviennent. Face à l'inaction politique, nos deux compères montent un collectif et dénoncent via des vidéos sur Internet cette situation. Et on va faire en sorte de nettoyer une partie, alors pas forcément tout bien sûr. Il y a des gens qui habitaient Carrière qui connaissaient, qui savaient pas tout ça. Qui savaient pas du tout ce qui se passait. Moi le premier, quand je suis arrivé dans la plaine, je ne me doutais pas un instant que j'allais tomber sur une déchetterie de cette ampleur. Même le maire, il a été étonné quand je l'emmenais dans la plaine, voir tout ça, il ne s'attendait pas à en voir autant. Le maire, justement, le voici, accompagné de 2 députés nouvellement chargés par le ministère de la Transition écologique de mener un groupe de travail sur la problématique des déchets en France. Mais difficile d'apporter la réponse de l'État face à des citoyens excédés. On va donner plus de pouvoir au maire. Je suis en colère, c'est pas après les citoyens qui jettent et tout. Non, moi je suis en colère. Je suis en colère contre les élus qui ne font pas leur boulot. Il y a 7000 tonnes, on va pas le faire comme ça. Je sais. D'accord, ok. Donc s'il vous plaît, ne dites pas qu'on fait rien, on va le faire. Mais écoutez-nous. Il nous semble que la première des priorités, c'est de fermer les accès une bonne fois pour toutes et de les sécuriser. Il ne faut pas penser que quand on veut s'exonérer de cette somme-là qu'il y a, 100 € la tonne minimum, 500 € pour les éléments amiantés. Il ne faut pas penser que les gens ne vont pas se créer un autre accès pour passer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la loi n'est pas appliquée? C'est compliqué pour les maires, c'est compliqué de prendre les gens en flagrant délit, c'est compliqué de prendre les contrevenants en flagrant délit. Les tribunaux sont gorgés, on voit bien que quand il y en a qui se font avoir, souvent ils échappent à la loi. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, on fait preuve de clémence, on ne va pas aller les mettre en prison, etc. Promesse est donc faite de débarrasser la plaine à l'automne, mais le cas de Carrière-sous-Poissy est loin d'être une exception française. À Laigneville, le maire, las de voir les dépôts sauvages se multiplier sur sa commune sans que la justice ne donne suite à ses plaintes, décide d'agir à sa manière en pratiquant le retour à l'envoyeur. Une technique qu'il va médiatiser en se filmant et en diffusant les vidéos sur le site de la mairie pour, dit-il, éduquer les contrevenants. Et donc nous allons appeler cette personne et nous allons lui demander de venir récupérer ce qui lui appartient. Sinon, nous ferons nous-mêmes la livraison à domicile. Ancien policier aux frontières, le maire mène des enquêtes minutieuses grâce à Internet et aux indices contenus dans les gravats. Il y a 50 méthodes pour retrouver ces gens-là. La première, c'est, vous voyez, vous allez sur le tas de déchets, vous retrouvez ce genre de carrelage. Et donc vous avez identifié un chantier d'où semblent venir les déchets, et sur le chantier vous retrouvez exactement le même carrelage. Donc là il n'y a pas de doute possible, en plus c'est des carrelages très caractéristiques. Et puis on a aussi des cas assez uniques, où là vous voyez, avec un simple numéro de série d'une capsule, vous savez, des grosses bonbonnes de bière qu'il y a dans les bars, avec ce simple numéro de série, on a appelé le fabricant, il nous a dit, voilà monsieur, ça a été livré dans un bar de Bornel, à 40 km de chez vous, et lorsqu'on est allé sur ce bar, effectivement on a vu que le bar était en chantier, et que tous les déchets venaient bien de ce bar. Au final, la méthode porte ses fruits. De 4 à 5 dépôts par semaine, il n'y en a plus que 2 à 3 par an. C'était un immense tas de déchets. C'était rien d'autre. Il y en avait pour 40 tonnes. C'était assez impressionnant. Maintenant, on a mis ces enrochements. C'est peut-être pas aussi beau que si on avait fait quelque chose de paysager, mais en tout cas, on n'a plus de déchets et ça, c'est le plus important. Le retour à l'envoyeur en lui-même ne suffit pas. S'il n'y a pas une véritable politique de prévention, de protection, d'aménagement, le résultat ne sera jamais évident. Prévention, éducation, renforcement des sanctions. C'est une mise à plat totale du plan de lutte contre ces dépôts de déchets sauvages qui doit être mise à l'étude par le gouvernement, avec des mesures concrètes et des réponses attendues en 2019. C'est l'un des derniers mystères de l'ex-RDA, les adoptions forcées. Sous le régime communiste, des bébés auraient été volés à leurs parents juste après la naissance. Souvent pour des raisons politiques, parfois même parce que les autorités estimaient que les mères étaient trop jeunes ou trop instables pour s'occuper de ces enfants, qui étaient alors confiés à des familles fidèles au régime est-allemand. Un dossier longtemps tabou au grand désespoir des parents qui se sont réunis au sein d'une association qui porte le nom « Les enfants volés de la RDA ».
Dans le Land de Saxe, un reportage d'Anne Maillet et Denis Parchoff. Catherine Unholz avait 17 ans lorsque sa fille est née dans cette clinique de Leipzig. C'était en 1986, 3 ans avant la chute du mur. Mais l'accouchement vire au drame, le bébé est mort-né selon les médecins. Seulement Catherine n'y a jamais cru. Elle est persuadée jusqu'à ce jour que son enfant lui a été volé pour être confié à une autre famille. C'est ici que les enfants ont été volés. Et ça fait mal d'imaginer que les parents adoptifs attendaient certainement devant l'hôpital qu'on leur donne cet enfant tout de suite après l'accouchement. Ce scénario, il se répétera avec son second enfant en 1989. Mais l'Allemagne est réunifiée, les années passent et Catherine enfouit au plus profond d'elle-même ce traumatisme. Ce n'est qu'en 2016 qu'elle commence à démarcher les institutions pour obtenir des informations. J'ai cherché dans les cimetières, mais je n'y ai trouvé aucune trace de mes enfants. J'ai aussi cherché dans les hôpitaux et dans les différentes archives de la ville. Le dossier qu'elle a constitué est troublant. D'un document à l'autre, la taille, le poids des enfants diffèrent. Certains documents semblent falsifiés. Catherine ne dispose pas de preuves irréfutables sur le vol supposé de ses bébés, mais elle découvre au fil de ses recherches que des centaines de parents sont dans la même situation. J'ai toujours pensé que j'étais la seule personne à avoir vécu cela. Et puis sur Internet, j'ai découvert que c'était arrivé à beaucoup d'autres parents. Toujours la même histoire. Avec eux au moins, je peux discuter de ce que j'ai vécu et de ce que l'on peut faire pour surmonter ça. Aider Catherine et ses autres parents à retrouver leurs enfants, c'est aujourd'hui la mission d'Andreas Lacke. En 1984, Andreas tente de fuir la RDA avec sa femme enceinte et se retrouve en prison. Leur fils, qui naîtra quelques mois plus tard, leur est enlevé à l'hôpital et adopté par une famille fidèle au régime. Après la chute du mur, Andreas retournera ciel et terre pour le retrouver. Je n'avais aucune preuve de cette adoption, juste une photo prise par ma mère. Andreas retrouve son fils grâce à une émission de télévision. Il se décide alors à aider les autres parents dont les enfants ont été volés par le régime est-allemand. Son association compte aujourd'hui plus de 1500 membres. Ces gens sont obnubilés par l'absence de leur enfant. La plupart d'entre eux sont détruits et ne peuvent pas travailler. Certains sont déjà âgés et ils veulent seulement savoir ce qui est advenu de leurs enfants, où ils ont grandi, où ils vivent aujourd'hui. Ils y pensent jour et nuit. Aujourd'hui encore, une simple chanson peut faire chavirer Andreas. Celle-ci a été composée pour les parents victimes d'adoption forcée. Leur combat pour la vérité n'en est qu'à ses débuts. Jusqu'à ce jour, les historiens ont à peine enquêté sur ce dossier tabou de la RDA. Christian Sachse est l'un des rares chercheurs à s'y consacrer. Pour lui, ces cas sont loin d'être isolés. Le taux d'adoption en RDA était en effet particulièrement élevé. J'ai épluché les dossiers d'adoption des années 80 et ce que l'on constate, c'est qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait environ 10 adoptions pour 100 000 personnes, alors qu'en Allemagne de l'Est, il y en avait 20 pour 100 000 habitants. Forcément, on se demande quel type de pression et d'intérêt se cachait derrière ces adoptions. Comme Andreas Lacke, de nombreuses victimes sont elles aussi convaincues qu'un système organisé se cachait derrière ces adoptions forcées et que d'anciens fidèles du régime toujours en poste dans les hôpitaux et les administrations entravent leurs recherches. Alors l'association a déposé une pétition au Parlement et a réussi à convaincre Petra Köpping, la secrétaire d'État à l'égalité et à l'intégration de la région, de s'engager à leur côté. Souvent, ces familles ne font plus confiance à l'État et c'est normal quand on sait ce qu'elles ont vécu. Aujourd'hui, il nous faudrait vraiment un organisme indépendant pour aider ces familles, pour rétablir la confiance et la vérité.
Apporter des réponses à ces familles exigera un véritable travail de détective. Dans la foulée de la réunification allemande, de nombreuses archives ont en effet été déplacées ou ont disparu. Mais Catherine ne perd pas espoir, même si elle sait que le temps est compté. Direction le Nicaragua, où la répression du mouvement social se durcit. Ces derniers mois, des dizaines de personnes ont été tuées et il y a également de nombreux disparus. Les manifestants réclament notamment le départ du président Daniel Ortega. Parmi eux, il y a les indigènes. Ces tribus dénoncent l'accaparement de leurs terres par des colons. Le reportage de Manon Heurtel. Ils sont venus des 4 coins du pays. Certains en pirogue, d'autres en camion. Qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent. Les indigènes du Nicaragua sont au cœur des manifestations qui enflamment le pays depuis plus d'1 mois. Les colonies indigènes ont subi trop de massacres organisés par Daniel Ortega. Il a envoyé des colons pour nous voler nos terres. Et ça, ce n'est pas acceptable. Depuis l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega, les 22 peuples indigènes du pays ont vu leur territoire réduire de 40% de manière totalement arbitraire. Comme ici, dans ces montagnes protégées par l'UNESCO, 30 000 indigènes luttent pour garder leur propriété. Benito s'est fait expulser en 2013. De ce poteau ici jusqu'à l'arbre là-bas, c'est notre terrain. Cette terre appartenait à nos ancêtres, à la famille de mon père et de mon grand-père. C'est pour ça que nous luttons. Ça nous a toujours appartenu. Comme 36 autres familles, Benito a perdu ses terres au profit de ceux que les indigènes appellent les colons. Des entreprises qu'ils accusent de détruire illégalement leurs forêts. Daniel Ortega y aurait installé ses proches pour faire commerce du bois. Benito et ses amis ont intenté une action en justice pour récupérer leurs biens. Je voudrais qu'il leur restitue cette partie du terrain. C'est délimité ici, et puis là. Humberto, le président de la communauté, se charge de les représenter au tribunal. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partialité de la part de la justice et de la police nationale pour favoriser les colons. C'est évident. Ceci est le titre de propriété original de la communauté indigène de Rinotega, datant de 1723. C'est lui qui prouve que nous sommes les seuls propriétaires de ces terres. Par 2 fois, la justice leur a donné raison. Pourtant, ces indigènes vivent toujours dans des campements de fortune. Sans terre à cultiver, Benito n'a plus aucun revenu. Voilà ce que nous mangeons tous les jours, seulement des haricots et des tortillas. Depuis qu'ils nous ont expulsés de la propriété, nous n'avons plus de récolte à vendre. Donc, on ne peut plus rien acheter pour manger correctement. Pour retrouver leur terrain et leur honneur, les indigènes de la réserve et de tout le pays comptent maintenant sur la chute de Daniel Ortega. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée.